Bonjour, ce tutoriel continue l'histoire de Madagascar. Cette fois-ci, nous allons traverser la 3e et la 4e République. Souvenez-vous, nous nous sommes arrêtés en 2002. Donc cette fois, nous allons traverser 19 ans, c'est-à-dire de 2002 jusqu'à aujourd'hui, avec les présidents Zafi Albert, Didier Ratsirg, Marc Ravalomanana, Monsieur Ratsirg et bien sûr Andry Rajoelina qui est toujours le président malgache actuel. Comment Marc Ravalomanana est arrivé au pouvoir et qu'a démontré la crise de 2002? L'ère Ravalomanana a duré de 2002 à 2009. Marc Ravalomanana est apparu dans les années 1980 dans le paysage politique lorsque Didier Ratsirg a entamé un tournant libéral et a permis donc l'émergence de nouveaux acteurs économiques dans des secteurs clés en rapport avec l'évolution économique mondiale. Parmi ces hommes d'affaires, il y avait également Rajaf Mahaleu, donc des hommes d'affaires qui ne vont pas hésiter, grâce à leur aura, à entrer en politique. Marc Ravalomanana, en fait, a bénéficié de sa réussite économique et le succès qu'il remporte auprès du public est dû également à son indépendance face au pouvoir politique. En 1989, il remporte la mairie d'Antananarivo face à M. Ranjay Manzato, qui était un représentant de la KFM. Et son aura, en fait, est due également à son implication, justement, dans le religieux, c'est-à-dire qu'il sera vice-président également de la KFM, qui est la principale église protestante de Madagascar. Cette aura va retentir au-delà de Madagascar puisqu'il aura des appuis, notamment aux États-Unis, et ce sera très bénéfique pour lui, on le verra pour la suite. Fort de ses appuis, il se présente aux élections présidentielles de 2001. La participation est forte, 70% dès le premier tour. Ces résultats vont être contestés par, bien sûr, son adversaire, le clan Ratsirg, qui était présent au deuxième tour, et ces contestations vont durer 6 mois. Face à la paralysie du pays, qui va être provoquée par des manifestations et des grèves qui sont encouragées par le clan adverse, Marc Ravalomanana finit par s'auto-proclamer président le 22 février 2002 et il instaure un gouvernement parallèle à celui déjà en place de Didier Ratsirg. Didier Ratsirg, lui, va réagir immédiatement. Il va déclarer une nouvelle capitale, Tomasz, à Tamatave, et va transférer son gouvernement à Tamatave et décréter donc cette nouvelle capitale avec l'appui des 5 autres provinces côtières. Donc nous avons 2 gouvernements en cette période, d'où cette crise de 2002 qui sera très forte puisque le gouvernement Ratsirg, avec l'appui de l'Algérie, va payer des mercenaires de manière à mettre en place des barricades pour en fait asphyxier la capitale et forcer le gouvernement Marc Ravalomanana à démissionner. Il faudra attendre la décision de la Haute Cour constitutionnelle qui proclamera officiellement le 29 avril 2002 la victoire de Marc Ravalomanana. Suivra ensuite la reconnaissance internationale. La ville de Tomasz sera libérée par l'armée, bien sûr, officielle, c'est-à-dire celle du gouvernement Ravalomanana.
Alors qu'aura démontré cette crise de 2002? Essentiellement une opposition entre les hauts plateaux et les gens de la côte. La crise de 2009 sera l'apogée de la rivalité entre deux candidats à la future présidentielle. Comment est-ce que Ange Rajoelina parviendra à instaurer sa gouvernance de transition de 2009 à 2014 et également comment va se dérouler la présidence de M. Heri Rajaonarimampian. Le gouvernement Ravalomanana va rencontrer des oppositions. Ces oppositions seront sous-jacentes lors des élections. On les verra en octobre 2007, il y a les élections législatives. Une très forte abstention de l'électorat. 75% des électeurs d'Antananarive se sont abstenus dès le premier tour. En décembre 2007, Ange Rajoelina remporte la mairie d'Antananarive. Quand on sait que la mairie d'Antananarive est un peu l'antichambre de la présidence, souvenez-vous, Marc Ravalomanana avait remporté la mairie également en 1999, on voit clairement que c'est un vote sanction de la population malgache. Alors, ceci se fait donc en faveur d'un candidat qui est beaucoup plus jeune, il a 33 ans, Ange Rajoelina travaille c'est un entrepreneur également qui travaille dans la publicité et aussi dans l'événementiel. Dès lors, ce sera un combat vraiment de coq qui va se dérouler entre ces deux candidats et les coups bas ne vont pas cesser. Par exemple, M. Marc Ravalomanana, qui est président, va faire fermer la télévision Viva qui a été achetée par le maire en 2007. Ce dernier, en représailles, va, grâce à son électorat jeune, organiser des rassemblements contestataires qui vont quand même regrouper 15 000 à 30 000 personnes. Et il va bénéficier, Ange Rajoelina, du soutien de grandes familles d'affaires de Tananarive. En janvier 2009, Ange Rajoelina constitue la haute autorité de transition et en prend la tête. Et une grande manifestation qui aura été organisée à Tananarive va dégénérer puisque la garde du président va tirer. Voilà, et va tirer sur la foule. Mais auparavant, ça aura dégénéré puisque la foule s'était attaquée aux entrepôts de l'entreprise du président, notamment l'entreprise du groupe Tico, voilà, et également la télévision nationale et la télévision présidentielle, la MBS, aura subi des saccages. Voilà, par donc ces jeunes qui se sont mobilisés contre le gouvernement. Le 7 février, il y a des morts, puisque la garde présidentielle tire dans la foule, plus de 30 morts. Et le 17 mars, on est toujours donc à cette année 2009, le 17 mars, les pleins pouvoirs sont remis par Marc Ravalomanana à un directoire militaire. Mais au sein même de ce directoire militaire, il y aura une armée de terre qui va se rébeller au profit de Ange Rajoelina, et c'est Ange Rajoelina qui va être instauré à la présidence de cette transition de 2009 à 2014. Il faut s'y retrouver. Marc Ravalomanana est donc parti en Afrique du Sud suite à la nomination de Ange Rajoelina à la présidence de ce gouvernement de transition. Ce sera une période très instable politiquement, une période de répression, de censure,
au niveau des manifestations, des publications, au niveau de procès d'intention. Et il faudra attendre 2011 pour avoir une feuille de route pour le devenir donc de la suite de la politique économique. Il faut savoir que le contexte est difficile. L'aide internationale face à cette instabilité qui a duré a été gelée et le gouvernement devra absolument trouver des finances, ce qu'il va faire en lançant des chantiers comme l'exploitation de bois précieux, notamment avec le bois de rose, la prospection minière et le recours à des investissements étrangers privés. Ces apports financiers vont être à l'origine de trafics divers, de corruption, de détournement administratif massif. Et ce sera vraiment une période économiquement absolument instable. Et en parallèle, l'État n'entreprend pas des investissements publics, ce qui fait qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de croissance économique, et on assiste donc à une dégradation du parc public au niveau des infrastructures routières, des infrastructures au niveau de la santé, de l'éducation. On a une hausse de la pauvreté, on a une baisse du niveau éducatif, et l'insécurité du coup revient, et ainsi que le grand banditisme. Les Dahal refont leur apparition. Et c'est dans ce contexte que sera élu Rajoelinarsmapian en 2014, et il faudra attendre 3 mois pour proposer un Premier ministre, vu le chaos politique, et il y aura en 3 ans 3 changements de Premier ministre. Alors tout cela, ce sera dû en fait à une absence de majorité stable. Alors en 2014, la communauté internationale va adouber le nouveau président, Eri Rajoelinarsmapian, c'est très difficile à dire, et il hérite donc d'un pays toujours en crise, politiquement, économiquement et sur le plan social. Des crises économiques successives, je le rappelle, se sont succédées depuis les années 80 et surtout dans les années 90, et l'économie malgache ne parvient vraiment pas à se sortir de la crise, même si il y a une petite croissance économique qui fait son apparition du fait des investissements des capitaux étrangers. Alors, il y aura beaucoup trop d'affaires de corruption et une économie d'affaires qui va être centralisée toujours aux mains d'une même oligarchie, et le fossé va se creuser en fait entre les élites et entre le peuple. Lors des élections, presque la moitié de la population qui était inscrite sur la liste électorale ne s'est même pas déplacée pour le 2e tour. La population malgache en fait est déçue et à cette époque et ne croit vraiment plus à la démocratie. Le climat en 2014, c'est un climat d'insécurité. Souvenez-vous, en octobre 2014, l'assassinat de touristes étrangers à Nosy Be, sachant que le tourisme représente quand même 35% des profits dans l'économie malgache. C'est un coup dur puisque cela va apporter un coup d'arrêt au tourisme, même si la biodiversité malgache et les plantes endémiques attirent le monde entier. En ce qui concerne la politique intérieure, le 27 janvier 2014, un rapprochement va être fait avec le continent africain, puisque Madagascar va réintégrer l'Union africaine. Elle a quand même été mise au banc de l'Union africaine pendant 5 ans, alors que Madagascar a fait partie quand même des États membres en 1963, depuis 1963. Alors, en ce qui concerne la politique sociale, sous Eri Rajoelinarsmapian,
la tentative, il a quand même essayé d'aider les déshérités, les plus démunis, mais bon, les Malgaches n'y croient plus. La population est vraiment déçue. Ils ne sentent pas une amélioration face à une caste d'affaires qui ne cesse de s'enrichir. En 2017-2018, Madagascar en plus va être touché par le cyclone Ava, ce qui va augmenter encore le nombre de sinistrés et va encore arriver sur l'île des dons. Ces dons vont être détournés. Madagascar va retomber dans ses travers et les détournements de fonds, les détournements de dons vont avoir lieu. Et il est accusé, Randrianarmapian, d'avoir maintenu donc le pays dans la paupérisation. Madagascar, qui était le 9e pays le plus pauvre du monde en 2013, va se retrouver le 5e pays le plus pauvre du monde. La situation s'est aggravée, la corruption s'est maintenue, la violence et l'insécurité ont augmenté, et on a à Madagascar, sous cette présidence qui n'aura duré que 4 ans, les conditions d'une nouvelle crise. Et voilà, c'est vraiment... Quelles sont les priorités du président de la République malgache depuis les élections de décembre 2018? Depuis le 19 décembre 2018, c'est Andry Rajoelina qui est à la présidence de la République malgache. Nous sommes sous la 4e République. Il a remporté les élections devant Marc Ravalomanana avec 55,7% des voix au second tour. Monsieur Rajoelina ayant été éliminé dès le premier tour. Sa politique économique en priorité consiste à relancer les chantiers publics. Il fait construire des logements sociaux, il favorise l'accès au sport en mettant en place des salles omnisports, il favorise l'accès à la culture avec les expositions, relance le théâtre et favorise une économie de proximité en faveur des démunis. Sa politique se poursuit encore actuellement de nos jours. La priorité politique de l'époque était pour Andry Rajoelina de favoriser les ressources financières étatiques et de consolider son pouvoir en se protégeant de menaces de coup d'État éventuels. Les prochaines élections auront lieu en principe en 2022 et nous verrons à ce moment-là, ce sont les urnes qui parleront d'elles-mêmes. Alors, cette période est très longue. J'espère avoir été à l'essentiel. Bon, bien sûr, vous aurez toujours en lien les livres et les émissions qui pourront vous éclairer davantage sur cette période. Je vous remercie. À bientôt.